qu'on appelle conventionnellement le génocide des Arméniens de l'Empire ottoman, et on peut même préciser que les Assyro-Chaldéens sont également visés par ce génocide. C'est la phase la plus extrême, celle de 1915-1917, qui aboutit à la destruction d'environ 1,3 million d'Arméniens et d'Assyro-Chaldéens. Néanmoins, il faut effectivement remettre ce génocide dans la longue durée. On observe qu'à partir de 1994, les Arméniens de l'Empire ottoman sont en partie anéantis par des grands massacres qui relèvent de pratiques génocidaires. Et à l'autre bout de la chronologie, entre 1918 et 1922, on observe aussi des génocides miniatures ou complémentaires. Génocide miniature, c'est l'expression de l'historien d'Adrian. Moi, j'aurais plutôt tendance à parler de génocide complémentaire, c'est-à-dire effectivement la poursuite de l'extermination des rescapés arméniens, non pas par le gouvernement unioniste donc, qui a dominé l'Empire ottoman entre 1914 et 1918, mais par les nationalistes turcs menés par Mustafa Kemal et qui aboutissent effectivement à l'élimination complète du peuplement arménien dans l'Empire ottoman. Il y a dans l'Empire ottoman, à partir de 1913, très clairement avec le coup d'État des jeunes Turcs autoritaires qui prennent le pouvoir dans l'Empire, une volonté d'extermination des Arméniens ottomans. Il y a plusieurs raisons effectivement qui expliquent cette volonté et ensuite cette planification qui sera menée à son terme dans le cadre de la guerre qui va aider à la réalisation de l'extermination. Des raisons idéologiques d'abord puisque depuis la fin du 19e siècle, les Arméniens deviennent l'ennemi intérieur. Il y a une sorte de vocabulaire du darwinisme social désignant les Arméniens comme des microbes, comme des éléments à rejeter, à détruire. Il y a aussi le fait que le peuplement arménien est concentré dans les vilayets, dans les provinces du centre de l'Anatolie. Or, ce sont ces provinces que l'élément turc de l'Empire ottoman veut donc reprendre à son compte pour bâtir véritablement une sorte de régénération de l'Empire par la turcification de l'Empire, donc mobiliser les forces turques pour transformer l'Empire en une forteresse turque contre notamment les attaques des puissances européennes qui tentent de grignoter l'Empire ottoman. Il y a aussi le fait que les Arméniens, c'est une population vulnérable, une population aussi loyale et qui n'a pas de capacité en fait de résistance à cette persécution sans fin qui commence au milieu du 19e siècle. Et donc il y a dans l'Empire ottoman aussi une sorte d'acculturation au processus finalement d'extermination des Arméniens. Et donc il faudra donc l'élément décisif, c'est-à-dire la volonté politique, la mise en œuvre d'une organisation spéciale destinée à donc exterminer les Arméniens soit sur les routes de la déportation, soit dans les camps de concentration pour aboutir au premier génocide du XXe siècle. On peut considérer qu'il y a éventuellement un premier génocide dans ce qu'on appelle la Namibie aujourd'hui, c'est-à-dire le génocide des héros en 1904, mais globalement, donc le grand génocide contemporain qui ouvre le siècle des génocides, c'est le génocide des Arméniens. Le monde sait qu'il y a un crime contre l'humanité et la civilisation qui est perpétré dans l'Empire ottoman, puisque un mois après ce qui est considéré comme le début du génocide des Arméniens, c'est-à-dire le 24 avril 1915, on peut quand même considérer que le génocide commence dès janvier 1915, mais le 24 avril 1915, c'est l'arrestation de plusieurs centaines d'intellectuels, de notables, de dirigeants politiques arméniens à Constantinople et leur déportation et leur exécution dans des conditions absolument inouïes de terreur et de violence. Et donc ce 24 avril est considéré comme le point de départ du génocide des Arméniens. Un mois après, les trois puissances de l'entente, la Russie, la France et l'Angleterre, émettent une déclaration solennelle attestant du fait qu'un crime contre l'humanité et contre la civilisation, donc c'est la première fois qu'on emploie ce terme de crime contre l'humanité et la civilisation, est déclenché dans l'Empire ottoman. Et puisqu'il y a crime, les puissances de l'entente annoncent qu'elles poursuivront en justice
les responsables unionistes de ce crime contre l'humanité. Donc il y a effectivement très clairement une connaissance par le monde et par les belligérants de ce qui se passe. Les Allemands, qui sont les alliés de l'Empire ottoman, savent très précisément l'ampleur de la déportation et les massacres qui se déroulent sur les routes de la déportation. Tous les observateurs, il y a les observateurs présents de nations neutres comme les États-Unis ou la Suisse, ou eh bien, des diplomates, des missionnaires allemands qui, défiant leur gouvernement, révèlent cette mise en œuvre de l'extermination. Mais il n'y a pas effectivement d'objectif de guerre visant le génocide, visant le sauvetage des rescapés, par exemple. La France ne mène qu'une seule opération, celle du Moussada, qui sera connue ensuite puisque le grand romancier allemand Franz Werfel en fera un roman qui s'appelle Les 40 jours du Moussada. La France a été indulgente à l'égard du génocide, en tout cas elle a été indulgente, très indulgente à l'égard de tous ces processus qui ont préparé le génocide, car un génocide en fait se prépare. Il suffit de regarder ce qui s'est passé dans l'Allemagne nazie ou dans le Rwanda des Hutus nationalistes. Il y a toute une série d'éléments de persécution, de diabolisation donc du peuple cible qui permet d'attester de la réalité, de la possibilité en tout cas d'une extermination complète. Donc pendant toute la fin du 19e siècle et les premières années du 20e siècle, la persécution contre les Arméniens est très très forte et la France, de la diplomatie, du gouvernement, ne réagit pas compte tenu des intérêts économiques de la France dans l'Empire ottoman, compte tenu aussi du fait qu'il est préférable d'avoir cet empire vieillissant que l'on peut donc dominer et dont on peut saisir notamment les provinces les plus riches, plutôt que de favoriser donc la régénération de l'empire. Néanmoins, les jeunes Turcs arrivent au pouvoir à partir de 1908, mais ça ne change rien pour les Arméniens. La situation à partir de 1915 est plus compliquée car c'est une situation de guerre totale. Néanmoins, les possibilités d'intervention militaire, notamment sur les côtes, puisque les routes de la déportation passent près des côtes, puisque les déportés sont concentrés dans les camps de concentration de Syrie et de Mésopotamie. Et c'est là où précisément les opérations de sauvetage auraient pu être menées par les marines françaises et anglaises qui assurent le blocus de l'Empire ottoman. Ce n'est pas fait et ce qu'il faut souligner, c'est à l'issue de la guerre, en 1918, à l'issue de l'armistice de Mudros, qui met fin donc au conflit en Orient, les Alliés s'engagent à réparer donc le génocide, c'est-à-dire à doter les rescapés arméniens ottomans d'un État au sein de l'Empire ottoman, ou même plutôt éventuellement d'un foyer national, et deuxième élément, d'engager des poursuites pénales contre les génocidaires. Eh bien, ces deux éléments-là ne seront pas donc menés à leur terme. Au contraire, les Arméniens vont totalement disparaître de l'Empire ottoman, ce qui fait que là, si l'on considère la position des alliés et de l'humanité en face de ce génocide, il y a eu un abandon des Arméniens dès la fin du 19e siècle. Il n'y a pas eu de sauvetage lors de la Première Guerre mondiale et il n'y a eu ni réparation ni justice à l'issue de la Première Guerre mondiale. J'ai étudié les intellectuels, la naissance des intellectuels durant l'affaire Dreyfus. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une mobilisation donc antérieure à l'affaire Dreyfus, à partir de 1895, contre les grands massacres perpétrés par le sultan Abdulhamid II donc dans les vilayets arméniens et également à Constantinople. Des massacres qui font quand même 300 000 morts dans une communauté estimée à peu près à 2 millions, donc 2,3 millions de personnes. Et en face de ces grands massacres, une série donc d'historiens, d'écrivains, de publicistes s'engagent pour défendre cette minorité,
moins parce qu'elle est une minorité chrétienne, donc avec un souci de solidarité confessionnelle, mais parce qu'on a là effectivement une vraie question politique. L'Empire ottoman se démocratise et refuse l'accès à la citoyenneté à ces minorités non musulmanes et particulièrement aux Arméniens. Donc une très grosse mobilisation qui va, de mon point de vue, expliquer aussi comment est-ce que beaucoup d'intellectuels basculent ensuite dans la défense du capitaine Dreyfus. Charles Péguy a dit très très justement que eh bien, les intellectuels n'avaient pas réussi à sauver les Arméniens, ils sauveront le capitaine Dreyfus. Donc le lien est réalisé et ensuite du fait donc, de cette grande mobilisation dreyfusarde, à l'issue de l'affaire Dreyfus, après la grâce accordée au capitaine Dreyfus, eh bien, ces intellectuels retournent vers le combat pro-arménien, donc ils constituent ce qu'on va appeler un parti arménophile. Néanmoins, et c'est ce que j'explique dans le livre, en dépit, je veux dire, des grands noms, des manifestations, des meetings, de très très nombreux ouvrages qui sont publiés, eh bien, ce parti arménophile n'arrive pas à modifier les relations internationales du Conseil européen qui donc amène l'Empire ottoman à organiser ce génocide. On peut considérer que dire, la persécution des Arméniens a été un sujet majeur de ces sciences humaines et sociales en constitution, avec donc des acteurs scientifiques de différentes catégories, d'abord des historiens sur le terrain, Pierre Quillard, Victor Bérard, qui assistent au massacre à Constantinople et qui décide donc de documenter ces massacres. Ensuite, un travail qui est réalisé notamment en termes de relations internationales, de manière dont le monde appréhende ces éléments donc d'extermination, notamment avec Ernest Lavis. Et puis au-delà, donc à partir de 1915, une mobilisation donc de grands historiens, notamment, il faut souligner le travail d'Arnold Toynbee en Angleterre, qui donc prend la tête d'une enquête considérable à partir de la documentation qui est donc collectée par tous les témoins sur le terrain. Chaque génocide fabrique un processus négationniste dans la mesure où les génocidaires masquent les preuves du crime par toute une série de processus. Et après, effectivement, idéologiquement, les négationnistes se saisissent de ce première étape pour développer cette idéologie. Pour le cas du génocide des Arméniens, le négationnisme est pris en charge par l'État turc, dans la mesure où la République de Turquie, qui est née en 1923, est liée par une série d'éléments au génocide perpétré contre les Arméniens ottomans, à la fois parce qu'une partie des génocidaires est recyclée dans les cadres de la Turquie actuelle, parce que, il faut le dire, ces génocides complémentaires à partir de 1918 sont perpétrés par des nationalistes turcs commandés par Mustafa Kemal. Donc cette emprise donc, du négationnisme sur l'ensemble de la société turque, aujourd'hui, il faut le souligner, a créé donc un sursaut de la société civile qui défie la justice, les institutions, cette vérité officielle, pour aller vers une liberté de l'histoire et documenter, au fond, ce qu'a été le génocide dans l'Empire ottoman et surtout la disparition quasi complète des 2,3 millions d'Arméniens de l'Empire ottoman qui n'existent plus dans la Turquie actuelle, mis à part quelques dizaines de milliers à Constantinople. Et ce qu'il faut souligner peut-être pour terminer, c'est que ce négationnisme a commencé par accabler pratiquement à rééditer le génocide pour les rescapés arméniens et leurs descendants, d'où le passage notamment à la lutte armée et au terrorisme dans les années 1970-1980, notamment donc les attentats de la Salah. Donc c'était une réaction de désespoir devant effectivement cette vérité refusée, cette vérité piétinée. Et ce négationnisme désormais suscite finalement toute une mise en œuvre scientifique
pour à la fois analyser le génocide comme un objet que l'on doit analyser, mais aussi en développant tous les éléments donc de preuves scientifiques du génocide des Arméniens. Cette mémoire du génocide des Arméniens, elle est très intéressante dès lors que l'on travaille un peu sur cette mémoire. On peut par exemple relever que dès au fond cette disparition des Arméniens, du peuplement arménien, du fait même de la destruction des Arméniens en 1923, eh bien, des écrivains comme Franz Werfel, d'autres écrivains juifs, prennent en charge en fait cette mémoire de l'extermination. Et du point de vue de la littérature, ce n'est pas seulement les Arméniens qui développent la connaissance donc de ce fait inqualifiable. Et justement, on a peut-être besoin de la littérature pour qualifier des faits que les historiens n'arrivent pas à qualifier définitivement. Donc cette mémoire a permis de maintenir une connaissance du génocide des Arméniens jusqu'au moment où, à partir des années 1970, aux États-Unis, comme avec Dadrian, en France, avec le livre de Jean-Marie Carzou, puis les travaux de Raymond Kervokian, eh bien, au fond, une entrée dans la connaissance scientifique a été réalisée, en particulier par des historiens arméniens qui sont d'abord des historiens et on ne peut pas effectivement considérer qu'ils travaillent avec une sorte d'obsession identitaire. Il faut souligner l'excellence du travail qui est mené particulièrement par Raymond Kervokian, par Claire Moradian, par Michael Nichanian, donc vraiment des travaux scientifiques de grande ampleur qui en plus sont très internationalisés de ce point de vue-là. Et aujourd'hui, je pense qu'en cette année donc de commémoration du centenaire du génocide des Arméniens, il y a véritablement un défi de la connaissance, c'est-à-dire que pour obtenir cette reconnaissance du génocide des Arméniens, une reconnaissance universelle, on peut passer certes par le droit international, mais on peut passer aussi par la souveraineté de la recherche, et c'est ce qui est en train de se réaliser. Le colloque qui a eu lieu donc du 25 au 28 mars à Paris, grand colloque international, 100 ans de recherche sur le génocide des Arméniens, prouve incontestablement effectivement donc cette entrée dans l'âge de la connaissance qui donc produit la reconnaissance.